d'une autre information qui nous est parvenue, là encore, qui vient du Wall Street Journal, donc journal sérieux, qui a révélé la chose suivante. L'oligarque russe et propriétaire du club de football anglais Chelsea, Roman Abramovich, et 2 autres négociateurs ukrainiens auraient, on prend des pincettes, auraient été empoisonnés au début du mois de mars. Les 3 hommes ont développé des symptômes, des larmoiements constants, des mains, la peau de la main, des mains et du visage qui pelaient. Desquamation complète. Ouais. Exactement. Ils assistaient tous les 3 à une réunion à Kiev dans la nuit du 3 au 4 mars dernier. Alors les douleurs se sont atténuées et maintenant ça va, leur vie n'est pas en danger. Mais clairement, Sergueï Girnov, ancien agent du KGB, la technique de l'empoisonnement, c'est, j'allais dire, un classique des autorités russes contre les ennemis. Sur ce genre de questions, vous ne pouvez pas savoir combien Julie et moi sommes heureux de vous avoir autour de la table. Parce que pour ce qui concerne effectivement les techniques d'empoisonnement et d'élimination du KGB, vous êtes la personne indiquée, mon cher Sergueï, pour répondre. Je n'aurais pas posé la question au général, à Laurent Alexandre, à cet éditorialiste de LCI qui est Renaud Pilat, ou même à Tréhard qui pantoufle gentiment au Figaro. Non, c'est vous qui pouvez répondre à cette question. D'ailleurs, quand on me propose à boire du thé, je demande toujours si vous me rajoutez du polonium dedans. C'est vrai qu'au KGB, il y avait un laboratoire spécial qui a été créé quasiment après la Révolution, qui était le laboratoire des poisons. Après 1917, dans les années qui suivent, on crée comment on appelle ça, à la Lubyanka à la Lubyanka, à Moscou. La Tchéka, donc en fait la commission extraordinaire qui était le prédécesseur du KGB, de la NKVD, on a créé un laboratoire de poison. Bon, ouais. C'est une des premières créations dirigées par un certain Mranovski. Donc il y a toute une histoire autour, parce qu'il y a eu pas mal d'opposants de Staline et d'opposants russes qui étaient à l'étranger, qui étaient plus ou moins ciblés par ces empoisonnements. Et puis après, on a commencé à oublier ce laboratoire, surtout du temps d'Andropov. Andropov qui était un légaliste. En fait, il a utilisé très peu, sauf qu'il y a eu le cas de parapluie bulgare. Donc quand il y a un opposant bulgare qui travaillait pour BBC à Londres, qui était empoisonné avec l'utilisation d'un parapluie, mais parapluie qui injectait du poison. Ça veut dire donc que tout au long de l'histoire du communisme, et apparemment ça a repris, un bon espion du KGB, un bon fonctionnaire de l'administration du service de renseignement du KGB, est formé à l'utilisation des poisons pour tuer certaines cibles. Non. Ça on ne peut pas le dire. Vous-même, est-ce que vous avez manipulé des poisons ? Pendant mes années d'Institut Andropov, on nous a informés de ça, on nous a raconté ça, mais on ne nous a pas formés. Donc ça, on ne nous a pas formés. Et d'ailleurs, on nous a dit que si jamais on a besoin de pratiquer ce genre de technique, ce n'est pas nous, nous avons un service technique, un service spécialisé, parce que bien évidemment, vous savez, on ne peut pas s'imaginer un apprenti sorcier dans tout ce qui est... Y a-t-il à votre connaissance, je sais que vous êtes maintenant réfugié politique et vous vivez en France et que vous n'êtes plus au KGB depuis très longtemps, mais... La question que je vous pose, c'est selon les informations dont vous disposez, y a-t-il aujourd'hui en Russie des gens qui sont formés à cela, qui continuent à perpétuer cette science de l'empoisonnement des opposants politiques ? Affirmatif, mon général. Navalny. Affirmatif. Donc, ça veut dire quoi ? Déjà, on peut compter beaucoup de personnes dans le sens de temps. 2006, Litvinenko. On a d'ailleurs, on a établi la liste justement des suspicions récentes d'empoisonnement. Voilà. Vous avez la liste pour vous aider à la décrypter. Viktor Yushchenko, président ukrainien, entre deux tours pendant l'élection présidentielle, empoisonné, ça a été prouvé avec la participation d'un général, ancien général du KGB. Il a été empoisonné à la dioxine, qui lui a sauvé de justesse par les Allemands. Litvinenko, 2006, empoisonnement par polonium 210, par Lugovoy, qui, une fois retourné en Russie, est devenu député, et il est déjà député depuis cette époque-là. Ouais. Vladimir Kara-Murza, un journaliste, a
2 reprises, en 2015-2017. Il a été empoisonné, mais il a survécu. Et donc, ça s'est bien passé pour lui, mais ça a été plus ou moins prouvé. Sergei Skripal s'est prouvé avec sa fille, parce qu'il aurait fallu... à Londres, à Londres, Sergei Skripal et Yulia Skripal, ils étaient 2, plus le policier qui leur a apporté le premier secours, plus la pauvre femme britannique qui a retrouvé le flacon avec le poison, qui est morte. Et puis après, Alexei Navalny en 2020, avec le même Novichok, quand il faisait le déplacement sur Tomsk et Omsk, il a été empoisonné dans l'avion. Et pour la petite histoire, en fait, c'est son slip qui était empoisonné. Et il y a pas mal de gens qui ont rigolé en disant que c'est n'importe quoi, c'est très amusant en fait. En réalité, c'était très très ingénieux. Pourquoi ? Parce que en fait, il voulait l'empoisonner dans l'avion parce qu'il devait passer 4 heures jusqu'à Moscou pour être sûr qu'il va mourir dans cet avion. S'il l'empoisonnait avant, il pouvait être soigné avant de monter dans l'avion. Si on l'empoisonnait dans l'avion, on aurait pu tuer tout l'avion, y compris les pilotes et tout l'équipage. Et donc, ils ont utilisé un poison binaire qui se compose de deux choses. Et ils ont trouvé quelque chose d'ingénieux. Donc, en fait, ils ont empoisonné les toilettes avec une composante. Et la deuxième composante était sur son slip. Et donc, ils se sont dit, pendant 4 heures, il va certainement aller dans les toilettes. Et donc, les toilettes qui comportaient une seule composante étaient inoffensives pour tout l'avion, sauf pour lui. Parce qu'une fois, lorsqu'il a touché son slip et touché la porte, réaction chimique, poison, et c'était la seule personne qui était morte. Donc, très ingénieux. Et ce qu'il a sauvé, c'est que le commandant de bord a dit « Je détourne l'avion et je le fais atterrir dans la première ville qui se présente », ce qui l'a sauvé. Mais là, qu'est-ce qui aurait pu s'en prendre à Abramovitch, pardon. À 3 personnes. On le rappelle, oligarque russe, quand même, réputé plutôt proche de Vladimir Poutine. Ouais. Mais de Zelensky l'a dit. Voilà, parce que Zelensky l'a dit là, il s'adressait à des médias russes d'ailleurs, il l'a dit. Visiblement, Abramovitch aurait proposé son aide à Zelensky. Ce qui aurait pu énerver, on imagine, les autorités russes. Et ça, c'est vrai. Effectivement, Abramovitch, on dit qu'il a une partie de sa famille qui est ukrainienne. Donc, du coup, il a compris aussi qu'il allait tomber sous le coup des sanctions. Et donc, pour sauver sa fortune des coups des sanctions, il a dit, je vais vendre mon club et je vais donner une partie de ma fortune aux Ukrainiens, à Zelensky et à son armée. Et comme ça, je vais me racheter la virginité en Ukraine. Et donc, il a participé plus ou moins au début des pourparlers. D'ailleurs, il n'a pas été le seul. Hein. Il y a 3 personnes qui ont eu les mêmes symptômes. Il y a 2 autres membres de la délégation qui ont ressenti ça du 3 au 4 mars. Et d'ailleurs, dans ces pourparlers, il y a d'autres mystères qui planent, parce qu'il y a aussi une personne qui a été tuée, et on dit que c'était un traître pour les Russes, ou après, Zelensky a dit que c'était un héros pour les Ukrainiens, mais n'empêche que... La réalité, Sergueï, pardon, mais c'est tellement important. Poutine, n'ayant pas tellement de surmoi et de frontières dans sa façon de raisonner, c'est-à-dire que il a été vexé, touché que ce grand oligarque Abramovitch, le patron de Chelsea, on le répète sans arrêt, ait laissé entendre qu'il aurait pu jouer un rôle d'intermédiation entre Zelensky et Poutine, qu'il aurait pu se placer au-dessus de lui, alors que normalement, il estimait Poutine avoir Abramovitch sous sa coupe, dans sa main. Il a été tellement vexé qu'il n'aurait donc pas hésité à lui envoyer un signal, ou à tenter de l'empoisonner, ou lui signifier. Il peut aussi avoir fait semblant, c'est-à-dire avoir dit « Attention, je suis là, je peux t'empoisonner, cette fois-ci je ne t'ai pas tué », etc. Mais c'est fascinant, ça veut dire que demain, avec le réseau dont il dispose en Ukraine, on peut imaginer qu'il peut s'en prendre lors d'une séance de négociation à Zelensky, quand les choses seront un peu plus apaisées, à n'importe qui. Il peut tuer n'importe qui. Vous avez répondu à votre question, parce qu'effectivement, Poutine, on a dit déjà, c'est une personne qui ment tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui a été répété. Angela Merkel, elle était dégoûtée parce qu'elle a dit « J'ai jamais vu une personne qui vous ment droit dans les yeux ». Obama, François Hollande, Nicolas Sarkozy, tout le monde a dit ça. Et donc,
rien n'est impossible. Et en plus, pire que ça, ça veut dire qu'il s'est dit, Abramovich, comme c'est un oligarque, peut-être il va voir après le président Zelensky, et c'est via ce canal-là que je pourrais atteindre aussi Zelensky. Donc tout est possible. Ouais. Petite question. Visiblement, là, les symptômes, c'était donc, on le disait, des larmes constantes et douloureuses. Irritation. Voilà, la peau qui pèle sur les mains et le visage, mais visiblement, dès le lendemain matin, ils allaient tous les trois mieux. Est-ce que c'était juste... Il a perdu la vue. Il aurait eu quasiment pas de vue quelques heures. Est-ce que, selon vous, c'est une stratégie de... Alors, ça peut paraître dingue comme question, mais de ne pas trop l'empoisonner, juste pour envoyer un message, attention à ce que tu fais Non, qu'est-ce qu'il y a je crois derrière en fait, c'est ça le problème. Et c'est ça, d'ailleurs, ça répond aussi à votre question. Est-ce qu'on m'a appris à utiliser ça? En fait, il y a uniquement les spécialistes qui peuvent apprendre ça. Et le problème, c'est le dosage. On ne sait jamais quelle dose employer, parce que si vous employez ça, il y a même la délégation russe qui aurait pu être empoisonnée. Et donc, ce pauvre Medinsky, ce sbire de Poutine qui mène les pourparlers de l'autre côté, vous imaginez qu'il y a ici les deux délégations qui étaient mortes pendant les pourparlers. Voilà. Donc, en fait, avec les poisons, on a des doses très précises à respecter. On peut être soit en dessous de la dose critique et avoir des effets secondaires parfaitement réversibles, soit on peut en mettre trop et avoir à ce moment-là une diffusion dans l'environnement. C'est effectivement toucher les gens qui sont autour. Donc la manipulabilité des poisons est en général extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il y a énormément d'échecs dans les empoisonnements, y compris par les spécialistes du KGB, parce qu'on peut très facilement sous-doser, parce qu'on a toujours peur de surdoser et de tuer plus de personnes que souhaité dans l'environnement. J'entends ce que vous dites. Néanmoins, je suis un peu frustré, Sergueï Girnov, parce que vous me dites en gros, à partir d'Andropov et des années 80, la Russie soviétique va abandonner l'industrialisation, l'utilisation à grande échelle de l'empoisonnement comme technique. Bon, très bien. Mais sauf que dans les poisons actuels qui sont utilisés sur toute cette liste d'empoisonnements qu'on a vu, on est dans du high-tech, on est dans l'utilisation de matériaux radioactifs extrêmement difficiles à manipuler. C'est plus du cyanure, hein. On n'est plus à l'époque de Cicéron, on n'est plus à l'époque romaine. On est dans des méthodes d'empoisonnement extrêmement sophistiquées. Donc ça veut dire qu'en ce moment même à la Loubianka à Moscou, il y a des gens qui travaillent sur des techniques d'empoisonnement ultra sophistiquées. Absolument. Ah bon? Absolument. Donc, s'il avait voulu le tuer, il l'aurait tué. Non, mais c'est ce que Poutine a dit déjà par rapport à Navalny. Par rapport à Navalny, il a dit si on avait voulu le tuer, on aurait tué. Mais en réalité, c'est faux. Ils ont voulu tuer. D'ailleurs, l'équipe de Navalny a piégé le responsable de FSB qui était plus ou moins à l'organisation de cet empoisonnement. Et en fait, il a plus ou moins aussi soutenu qu'on s'est trompé dans le dosage, parce que c'est très compliqué d'avoir le dosage. Donc, vous êtes en train de nous dire que là, potentiellement, si cette information du Wall Street Journal est vérifiée, les autorités russes poursuivent leur stratégie, c'est-à-dire d'éliminer tous ceux qui pourraient se mettre sur leur route et qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est pas impossible non plus, et d'ailleurs ça expliquerait aussi pourquoi Poutine, lui, à son tour, se méfie beaucoup des Occidentaux, parce que c'est pour ça que peut-être il a mis Emmanuel Macron et Olaf Scholz à 5 mètres de lui, parce qu'il craignait que les Occidentaux pratiquent la même chose. Ce que disait Sergueï la dernière fois aussi, c'est que, y compris à Moscou et au Kremlin, il y a beaucoup de gens qui ont un peu disparu là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez mentionné le chef d'état-major. Et en fait, la personne qu'on a vue, c'est pas le chef d'état-major, c'est le chef d'état-major adjoint, Lotskoy. Et le camarade Gerasimov, il est toujours disparu. On n'a toujours pas de nouvelles de lui. Attendez. En ce moment, il y a plusieurs jours ou plusieurs semaines se sont écoulés sans que l'on ait vu une image du chef d'état-major des armées russes. C'est ça, c'est ça. Et du ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, à la limite, on aurait dû... Il aurait apparu, mais sauf qu'il aurait apparu sur le bout de l'écran de téléviseur devant Poutine. Ouais. Et donc, en fait, c'est pas très convaincant. Mais une question, quand on lit et il faut lire, je recommande le papier du Wall Street Journal, qui est quand même pas... une gazette mal informée, donc on peut imaginer. Et ça a été confirmé par le porte-parole. Et par Bellingcat aussi. Exactement. C'est ça. Un site d'investigation. Site d'investigation, confirmé par le porte-parole. Repris par l'agence France Presse. Et repris par l'agence
France Presse, et cet après-midi confirmé également par une source au Guardian, le très sérieux journal britannique, qui explique, le Wall Street Journal, qu'il y a quelques jours, il aurait rencontré Poutine, Abramovich. Il aurait rencontré Poutine, il aurait rencontré, bien sûr, Zelensky, il aurait servi d'intermédiaire en lien avec les Turcs, puisqu'il aurait été soigné de son empoisonnement en Turquie, que ces 2 yachts, énormes yachts, sont mouillés en Turquie, près d'Istanbul, que Zelensky aurait demandé, il y a quelques jours, en début de semaine dernière, à Biden de ne pas sanctionner Abramovich. C'est vrai. Parce qu'il pouvait aider les négociations. Parce que, il aurait dit à Biden, ne sanctionnez pas Abramovich dans la liste des près de 900 oligarques parce qu'il nous aide. Et d'ailleurs, Biden ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, Abramovich n'a pas de sanction. Il a été sanctionné au début sur ses avoirs et le gel de son club Chelsea, qui ne peut plus acheter de joueurs, vendre des joueurs ou être vendu. Mais cette affaire, qui est digne d'un roman d'espionnage, Absolument. tout reste à éclaircir, parce que le début, évidemment, les informations, si elles sont vérifiées, et de grands journaux anglo-saxons sont là, mais après, quel rôle ils jouent dans cette médiation? Pourquoi, effectivement, est-ce que Wall Street Journal dit que ça pourrait être des durs également du régime de Moscou, plus dur que Poutine, qui aurait dit ces négociations, elles avancent, on va éliminer Abramovich. Attendez, vous en dites trop. Attendez. Vous êtes en train de me dire Voilà. qu'il y a en ce moment même, en Russie, autour de Poutine, dans l'environnement de Poutine, une branche de généraux ou de politiques qui sont beaucoup plus durs que lui, qui estiment que Poutine est un mou et qu'il faut faire méchant devant. C'est ce que vous dites. Je parle sous contrôle de Sergueï, mais, et depuis des mois, et quand on s'intéresse à la vie politique russe, évidemment, il y a des correspondants qui expliquent qu'ils ont rencontré ces dernières années ou ces derniers mois des individus, des politiques, des députés de la Douma ou des diplomates qui sont plus durs que Poutine, beaucoup plus durs. Racontez-moi l'histoire du correspondant russe correspondant de Ouest France, Paul Gogo, qui est remarquable, que je conseille, notamment son compte Twitter, Paul Gogo, qui est correspondant de Ouest France à Moscou. Comment s'appelle ce monsieur? Paul Gogo. Paul Gogo. Géo. D'accord. Excellent correspondant de Ouest France à Moscou. Que dit-il? Que dit-il? Il explique que ces derniers mois, et ces dernières années, mais notamment ces derniers mois, il a eu des conversations, lui et d'autres correspondants étrangers ou correspondants français. Et alors l'ambassade de France, l'ambassade française à Moscou l'expliquait aussi. Ils ont eu des conversations avec des Russes à Moscou qui leur disaient, mais à un moment donné, notre espace, la reconquête de l'espace de l'Empire russe doit aller, oui, aux États baltes, pourquoi pas, oui, bien sûr à l'Ukraine, oui, à une partie de la Pologne, et certains, Joe Kupa disait, un jour, on retournera à Berlin. C'est ça, une partie des élites russes. C'est ça. C'est un monde à part. On ne s'est pas rendu compte depuis des années, je ne sais pas ce qu'en pense Sergueï, mais ces gens-là ne pensent pas du tout comme nous. Ils sont dans un autre monde, le monde de décennies de terreur et de reconquête. Il faut faire attention entre ce que les gens pensent, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Après, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Il faut juger les gens par rapport à leurs actions. Bah là, on a vu Poutine. On a vu Poutine, on n'a pas vu encore ces généraux vraiment s'exprimer qui sont plus durs que Poutine. Mais surtout, ce qu'on voit aujourd'hui avec cette histoire d'empoisonnement, on voit encore une sorte d'un bordel total, excusez-moi, aucune clarté. Ça se passe dans tous les sens, on comprend rien du tout. Et là, vous vous dites, oui, il faut négocier avec ces gens, il faut arriver par les voies diplomatiques. Quelle voie diplomatique vous voulez avoir avec les gens qui savent même pas ce qu'il empoisonne, qui empoisonne, est-ce qu'il empoisonne vraiment ou juste pour faire peur? Et tout se passe d'une manière complètement voilée, complètement pas claire. On ne sait pas où ils vont, on ne sait pas quel objectif. Donc, c'est chaotique. Mais c'est le propre de l'investigation, vous savez, dans le journalisme. Bien évidemment. Dans le journalisme, des journalistes sortent une information qui reste conditionnelle. Oui. Et puis, il va encore y avoir du travail d'investigation. On est là aussi pour ça, les journalistes. L'effet que nous voyons aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune stratégie claire, notamment et par rapport à la négociation future pour arrêter la guerre. On s'est éloigné vraiment beaucoup là, on est de la guerre. Et aujourd'hui, la question quand même la plus importante, on va y revenir. Juste une chose. Creusons au dossier, si vous voulez, parce qu'on a l'interview de Khodorkovsky demain dans le journal, dans le Figaro. Donc Khodorkovsky, c'est pas non plus n'importe qui. Et c'est un oligarque russe qui était le principal opposant de Poutine et qui a fait de très nombreuses années de prison en Sibérie, qui était l'équivalent du goulag en fait actuel, passé.
Et il s'est confié à Arnaud de Lagrange, qui est notre correspondant à Londres, où je vous rapporte cette phrase, parce que cette phrase me paraît importante, et elle donne un peu un contexte et un paysage. Il dit « Poutine ne cherche pas, l'ennemi de Poutine aujourd'hui, c'est pas l'Ukraine, dit-il, c'est les États-Unis et l'OTAN. » Juste une chose, les amis. Je crois qu'il faut qu'on creuse quelques instants, quelques minutes de plus, la question de la naïveté européenne. Parce que pendant qu'on dit tous « Ah, dis donc, ça serait chouette quand même que sur place, il y ait quelqu'un qui tue Poutine, n'est-ce pas? Oh là là, hein, ça serait chouette que les Américains envoient, je ne sais comment, une espèce d'espion... C'est ce qu'on a entendu la première semaine. Espion infiltré qui aille tuer Poutine, ça serait chouette. » Pendant ce temps-là, alors nous, on est heureux parce que dans notre espèce de vision de manichéisme, de western, avec les Indiens et les cow-boys, les bons et les méchants, ce manichéisme de bazar ridicule, on est convaincu qu'il y a un dictateur et puis qu'à part quelques généraux, toute la population dessous subit, tous les Russes disent « Oh mon Dieu, taisons-nous ». La réalité, vous venez de le dire très bien, c'est que les gens qui observent la société civile russe depuis des mois, y compris votre journaliste de Ouest France en poste à Moscou, Gogo, rappelez-moi son prénom, Paul Gogo, voient très bien que la réalité, c'est que ça va sembler dingue, il y a un clan mais Poutine, c'est presque un centriste. Il a autour de lui... Mais des amis, il y a des partis nationalistes d'extrême droite, dont il ne fait pas partie du tout, qui sont hyper importants dans la vie politique. Le responsable de l'Église orthodoxe russe est un ultra nationaliste, pro-guerre, anti-ukrainien et qui croit en la Grande Russie. Il y a effectivement plusieurs centres de pouvoir autour de Poutine qui sont ultra-nationalistes, avec des doctrines qu'on connaît bien, qui sont des doctrines d'expansion impériale, de Grande Russie, de Eurasiatique, etc., qui se sont développés depuis quelques décennies et qui avaient des racines d'ailleurs avant même 1917 et l'arrivée des Soviétiques au pouvoir. Donc, ces tendances géopolitiques, elles sont très anciennes, elles sont très fortes, et c'est une idée complètement conne et naïve d'imaginer qu'on a un méchant Poutine. Et on a cru qu'il passerait pas à l'action. On a cru qu'il civile qui veut la paix et la félicité universelle. Vous vous êtes moqué de moi quand j'ai dit que Poutine est un centriste. Sur l'échiquier politique russe, Poutine n'est pas un homme d'extrême droite ou d'extrême gauche. Il a un parti communiste assez nationaliste sur sa gauche qui est revigoré, et il a sur sa droite des partis droitards, nationalistes, ultranationalistes, beaucoup plus que lui. Et nous avons passé, Renaud, ici même, la semaine dernière, avec Julie, des extraits de la télévision russe, des chaînes d'infos russes, avec des débats russes, où on voit des gens sympas, jeunes, souriants, avec des jolis plateaux ultra-modernes, des officiers qui racontent un peu la guerre avec des plans, des maps, et voilà, des jeunes femmes et des jeunes gens qui posent des questions parmi les invités, et des gens qui disent « Non mais... La solution aujourd'hui, c'est d'utiliser la bombe atomique pour l'Estonie, la bombe atomique à Varsovie, la bombe atomique sur Paris.